痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canne à pêche, ça se prosse et aujourd'hui au programme, nouveau concept sur cette chaîne qui me donnait envie depuis un petit moment. Vous savez, sur cette belle plateforme qu'est YouTube, on a tendance à ne parler que des mêmes choses encore et toujours quand il s'agit de Naruto. Des débats de puissance avec toujours les mêmes participants, des explications sur des concepts ultra populaires, la mise en avant des Uchiwa, de l'Akatsuki, des Hokage, blablabla. Mais, ça vous dirait pas de parler de concepts beaucoup moins mis en avant de temps à autre? Parce que moi je suis grave chaud. Et quel meilleur concept pour commencer cette série que les épéistes de Kiri? C'est le sujet parfait. Ils sont connus par les fans mais pas suffisamment pour qu'on sache tout sur eux. Ils ont été mis en avant dans la série mais seulement 4 d'entre eux. Ils possèdent des capacités particulières mais qu'on a vu pendant genre 12 chapitres et entre 2 grosses parties. C'est un élément intrinsèquement lié à l'univers du manga mais relié à un village autre que le principal. C'est simple, les 7 épéistes de la brume, tout le monde les connaît. Mais personne ne les connaît réellement. Et moi le premier. J'ai découvert pas mal de choses les concernant durant l'écriture de cette vidéo, donc je suis juste un gars chill qui veut vous divertir en vous apprenant des trucs qui ne vous serviront à rien dans la vie. Ça doit être la raison pour laquelle je suis pas devenu prof. Mais bref, les épéistes de Kiri, c'est qui, c'est quoi? Pour donner un semblant de structure à cette vidéo, on va d'abord parler de l'histoire de ce groupe, ensuite on va présenter les différentes épées, et enfin on va finir par les petites anecdotes slash trivia, histoire que vous ayez la quasi-totalité des infos sur ce groupe. Je compte sur vous pour compléter cette vidéo dans les commentaires si vous voyez des choses à rajouter. Comme d'hab, c'est un travail d'équipe. Et puisque j'entends que vous avez hâte de m'entendre citer Mihawk comme un épéiste de Kiri, on va pouvoir commencer. Non, en vrai, je ne connais Mihawk que par rapport à la série live de One Piece que je regarde en ce moment. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les 7 épéistes de la brume sont une élite de combattants de Kiri, détenteurs des 7 épées légendaires de ce village. Leur concept s'inscrit dans l'identité brutale de Kiri, souvent associée à des méthodes impitoyables et une tradition militaire stricte. Ces épéistes incarnent l'apogée du style de combat au sabre dans Naruto, chaque lame ayant des capacités uniques qui définissent leur style et leur rôle sur le champ de bataille. Parce que oui, même dans un univers où les samouraïs existent, ils se font carrément voler la vedette par d'autres types d'épéistes, c'est dire à quel point ils en imposent. Mais on verra ça un petit peu après. Historiquement, ces guerriers sont les figures les plus redoutables du village, souvent impliqués dans les conflits majeurs, des missions d'assassinat ou des guerres sanglantes. Le fait qu'il y ait toujours 7 membres actifs montre que ce n'est pas seulement un groupe fermé, mais une institution où les sabres se transmettent de génération en génération. On sait par exemple qu'il y a eu plusieurs générations d'épéistes parce que dès que l'un des membres mourait, il fallait le remplacer. C'est d'ailleurs un petit peu comme les 5 Kage. On a eu les 5 premiers de l'ère d'Hashirama et dès que l'un d'entre eux a lâché son poste, un nouveau a été sélectionné et ça a créé la deuxième génération de Kage, ce qui fait qu'il y a eu 23 générations de Kage avec les différentes combinaisons possibles. Et pour les épéistes, c'est le même système, même si là, on n'a pas beaucoup d'infos sur la totalité de ses membres à travers l'histoire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a eu de base, certains membres sont morts et d'autres les ont remplacés jusqu'à la dernière génération d'épéistes. L'appartenance à ce cercle est autant une marque de prestige qu'un symbole de la cruauté de Kiri, surtout sous l'ère du village de la brume sanglante où les jeunes shinobi devaient s'entretuer pour prouver leur valeur. D'ailleurs, il semblerait que les ninjas membres de ce groupe soient majoritairement ceux qui ont le plus géré entre guillemets dans l'examen de sélection des genin. Zabuza notamment qui a massacré tous les participants de sa promotion. Devenir un des 7 épéistes de la brume, c'est pas une tâche facile et bien que les critères exacts ne soient pas explicitement détaillés dans Naruto, plusieurs éléments permettent de comprendre comment un ninja peut y accéder. Déjà, le plus évident, mais pour être un épéiste de Kiri, il faut être formé au Kenjutsu, soit l'art d'utiliser des armes. Et je précise que je ne manque pas de précision en disant ça, puisque certes, le Kenjutsu ne renvoie pas forcément à l'art d'utiliser des épées, ça peut être tout type d'armes, mais comme on le verra dans la partie suivante, certaines épées ne sont pas vraiment des épées. Mais bref, comme ces épées sont des armes très particulières, il faut un entraînement très particulier, et chaque arme requiert un entraînement très spécifique. Par exemple, on n'apprend pas à se battre avec un grand marteau ou une lance de tueur de dragon de la même façon, ce sont 2 entraînements très spécifiques. Du coup, chaque membre du village suffisamment compétent peut espérer devenir un des épéistes de Kiri, mais encore faut-il avoir les compétences nécessaires pour maîtriser une de ces 7 armes, ce qui les oblige à suivre un entraînement qui semble difficile. Encore une fois, on n'a aucune idée de comment se déroulent ces entraînements, genre s'ils se font en autodidacte, mais à mon sens, et dans l'intérêt du village, je pense qu'un système d'apprentissage a été mis en place. Par exemple, il y a l'académie, à la fin il y a le gentil examen, et dès que quelqu'un est suffisamment compétent, on va le former dès le plus jeune âge à l'apprentissage d'une de ses armes en fonction de son style. Je dis que c'est dans l'intérêt du village parce qu'on va pas se le cacher, mais les épéistes représentent un petit peu l'élite des ninjas de Kiri, au même titre que les Sannin le sont pour Konoha, même si eux c'est plus un titre honorifique qu'une véritable catégorie ninja. Surtout qu'en plus, dans le roman Shikamaru Hiden, un nuage flottant dans une obscurité silencieuse, on apprend que c'est une tradition pour les villageois d'apprendre à maîtriser le Kenjutsu dès leur plus jeune âge. Et après pour les autres critères, bon ça semble assez classique, faut être fidèle au village vu qu'on va pas confier un des 7 trésors de Kiri à n'importe qui, genre à Kabuto. Et évidemment, en plus de la maîtrise absolue sur l'arme, faut être super fort. Par contre, là où il y a une certaine zone d'ombre, enfin encore plus que le reste, c'est quand un candidat arrive et qu'il est meilleur qu'un possesseur d'une arme. Genre, Zabuza possède Kubikiri Bochu
Orocho parce que c'est sans doute le plus adapté à l'avoir, mais si un ninja arrive et en tout point meilleur que lui, est-ce que Zabuza doit rendre l'épée? Est-ce qu'il y a un 1v1 dans une cage sans arbitre et sans règles? Bah, connaissant Kiri et l'importance de ses armes dans l'histoire de ce village, je pense que c'est plus factuel que spéculatif. En résumé, un épéiste de Kiri, c'est un ninja extrêmement compétent dans l'art du Kenjutsu et qui représente l'élite de l'élite au sein d'un village aussi sanglant qu'un débat entre Minato et Itachi. Oh bordel, je suis bien content que ce soit déjà passé. Par contre, pour l'histoire de ce groupe, on est un petit peu dans le brouillard, hein. Et c'est le cas de le dire, on n'a aucune idée de qui a créé ces armes, ni même si elles ont toutes été créées à la même époque. Peut-être que ça s'est fait au fur et à mesure d'ailleurs. Ceci dit, même si leur début n'est pas très clair, leur fin l'est un petit peu plus. On apprend pendant la 4ème grande guerre de Naruto que les épéistes de Kiri ont quasiment disparu, et la raison est simple, ils sont morts en embarquant les armes ou on leur a volé sur leur dépouille. Zabuza a déserté le village avec son arme et elle a été récupérée par Suigetsu, Kisame a embarqué Sameada, une grosse partie du groupe est mort contre l'un des 3 gods de la série, ce qui fait que les armes ont sûrement été dispatchées à droite à gauche, et il y a que Shojuro qui reste à Kiri en tant qu'épéiste. Et d'ailleurs, c'est même assez cohérent avec le fait que Kabuto était en possession de 5 armes sur 7 pendant la Grande Guerre et que seuls Hirame Karae et Sameada appartenaient respectivement à Shojuro et Killer Bee à ce moment-là. Dans le manga, on n'a pas d'infos sur la suite de ce groupe, mais dans l'anime Boruto, on sait que les 7 épées sont rentrées au bercail, preuve que ces armes ont une valeur inestimable pour le village de Kiri. Et comme c'est la paix, on peut bien le rendre, surtout que ça peut pas faire de mal à l'Alliance de laisser les experts en la matière utiliser des armes aussi puissantes. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un arc dans Boruto où le système d'épéistes de Kiri est sur le devant de la scène et il est plutôt sympa à regarder. Je vous affiche les épisodes en question pour vous faire économiser 2 minutes de recherche. Ma gentillesse n'a donc aucune limite. Mais bref, maintenant que le concept a été analysé, on va se pencher en détail sur les épées en elles-mêmes, vu qu'elles représentent un petit peu la base de ce groupe. On va bien s'amuser. Comme je l'ai dit et comme tout le monde le sait, il existe 7 armes qui se transmettent à Kiri et les détenteurs de ces armes forment le groupe éponyme de cette vidéo. Et parce que j'aime me casser la tête, non seulement je vais expliquer les facultés de chaque arme, mais en plus je vais même les classer de la plus pétée à la plus pétée. L'un des pétés fait référence à une arme cheatée, l'autre fait référence à une arme éclatée au sol. J'adore le français. Nous avons donc l'arme la moins intéressante ici, Shibuki, l'épée de Jinpachi qui est juste... C'est une épée entre guillemets qui est en fait un rouleau avec un manche. Dès que l'adversaire se fait frapper par le rouleau, il s'ouvre et on voit des parchemins explosifs dedans. Ensuite vous connaissez la suite, les parchemins ça fait boum et la personne en face se fait Deidara-iser. Mais est-ce que vous avez compris en quoi c'est complètement éclaté? Non, parce que ça permet de tuer un ennemi assez rapidement s'il se fait toucher ou de le tuer s'il bloque l'attaque comme ces cornichons de la Grande Guerre. Mais... c'est pas très puissant, non? Non, parce que Jinpachi se trouve de l'autre côté de l'épée et le souffle de l'explosion ne l'atteint pas, ça veut donc dire que les parchemins font des explosions assez légères. C'est assez pour tuer un ennemi qui se le prend en pleine poire, mais c'est juste quelques parchemins explosifs, donc une véritable défense peut bloquer ça. Par exemple, si l'adversaire a un Susanoo, même la plus faible des versions, il va être impossible à tuer. Après oui, les parchemins font sûrement plus de dégâts vers où ils sont dirigés, mais une explosion c'est tout autour du catalyseur. Donc le fait que Jinpachi soit plutôt safe est une preuve irréfutable que les parchemins n'ont que très peu d'impact, ce qui fait qu'à un certain niveau de défense, l'arme perd toute utilité. Mais le pire, c'est qu'une fois que les parchemins sont utilisés, sauf erreur de ma part, ils ne rechargent pas tout seuls. C'est ni mentionné dans le manga, ni dans les databooks. Donc dans l'éventualité où les parchemins se rechargent tout seuls, on peut éventuellement le placer en numéro 6 sur 7, mais même comme ça j'ai un doute. C'est vraiment une arme assez sympa à avoir, d'autant plus que Jinpachi a un nombre de kills assez conséquent même au sein de son groupe, mais globalement, ouais, c'est pas foufou hein. Et c'est pareil avec la suivante, Nuibari, l'épée de Kushimaru. Alors attention, même si cette épée est avant-dernière de ce classement, elle a quand même un certain style, faut le reconnaître. Il s'agit d'une épée entre guillemets qui s'apparente plutôt à une grande aiguille. Une fois que Kushimaru transperce ses victimes, le fil raccroché à la lame permet de les coudre ensemble comme dans Human Centipede mais sans le côté dégueulasse. Enfin, je crois. Parce qu'en vrai, de toutes les épées, c'est peut-être la seule qui m'a vraiment filé des frissons quand je l'ai vue pour la première fois. En fait, je la trouve vraiment dégueulasse, mais complètement éclatée par rapport aux autres armes restantes. Alors certes, c'est pratique quand on fait face à plusieurs ennemis, vu qu'on peut les accrocher ensemble, et que s'en libérer peut être très difficile, voire même impossible. On a donc une arme qui peut blesser, qui peut tuer, et qui peut en plus immobiliser les victimes au besoin. Mais là où je trouve qu'elle est limitée, c'est qu'en 1v1, ça perd une grande partie de son utilité, et du coup, l'aiguille va juste servir à tuer de manière très classique. En plus, pour utiliser la faculté de coudre les ennemis entre eux, faut d'abord réussir à transpercer les victimes, donc si ces dernières bloquent l'attaque avec une arme, un bouclier ou une défense quelconque, ça devient inutile. Et je dirais que pour être capable d'employer à fond les capacités de cette arme, faut être bien plus fort que son ou ses adversaires, et c'est peut-être la seule dans ce cas de figure. Avant-dernière de ce classement pour l'arme qui me fait le plus froid dans le dos. C'est une belle revanche. Ensuite, nous avons Kiba. Non, pas lui. Kiba, c'est la double lame au pouvoir foudroyant. Et attention, sa place est la plus spéculative parce qu'il y a un élément qui me dérange ici, mais comme pour le reste, l'auteur il allait évidemment pas se casser la tête à nous développer un petit peu tout ce qui touche aux épéistes. Ce qui me dérange, c'est ce qu'elle est. Kiba, c'est une double lame imprégnée en foudre pour augmenter son pouvoir tranchant. Sauf que...
Suigetsu il la qualifie de lame la plus tranchante qui existe. Ce n'est donc pas, en toute logique, une banale épée infusée avec du chakra Raiten comme ça ce qu'elle fait sur sa Kusanagi. Suigetsu a vu Kusanagi infusée en foudre, il a même vu Kubikiri Bocho infusée en foudre, et pourtant c'est Kiba la lame la plus tranchante selon lui. Et je vous rappelle quand même que Suigetsu a été formé à Kiri au maniement des armes, donc il sait un petit peu de quoi il parle. Du coup, si, et j'insiste bien sur ça, si Kiba est effectivement la lame la plus tranchante qui existe, alors je la place ici, en numéro 5. Mais s'il s'agit d'une exagération de Suigetsu en mode c'est juste ultra tranchant, alors ça perd quelques places pour être dernière du classement. Parce que oui, Suigetsu il abuse un petit peu dans sa façon de présenter les armes, on verra ça avec une autre de ce classement. Sinon, pour revenir sur Kiba, l'arme est chargée naturellement de foudre, donc pas besoin de maîtriser soi-même le Raiten comme Sasuke pour infuser l'arme de la sorte. Là c'est vraiment naturel, ce qui est assez pratique vu que ça va énormément diminuer la consommation de chakra pour son maniement. Après, si cette arme elle est pas plus haute, c'est parce qu'elle va avoir les avantages d'une arme de foudre, à savoir le côté ultra tranchant et l'avantage sur le Suiton, mais également ses limites, à savoir une plus grande difficulté contre le vent. Genre une lame infusée en vent a un avantage élémentaire sur une arme infusée en foudre, ou tout simplement, une défense de vent sera plus difficilement transperçable avec cette double lame. Mais bon, ça reste quand même un des joyeux de Kiri, donc je suppose que pour l'emporter, l'arme en vent devrait être plus particulière que les autres. Du coup, cette arme tranche facilement, peut stun les ennemis avec le système de spasme provoqué par la foudre, et il y en a deux, donc pratique pour attaquer à différents endroits. Cette double lame est donc monstrueuse, et j'ai presque hésité à la placer juste au-dessus, mais vous comprendrez pourquoi elle reste en dessous de Kubikiri Bocho. Kubikiri Bocho, c'est évidemment l'épée la plus reconnaissable dans Naruto, celle de Zabuza dans un premier temps, puis Suigetsu dans la partie 2. Cette épée, c'est un giga couteau de boucher des enfers dont la force de frappe est suffisante pour trancher tout ce qu'elle touche. Autant les précédentes, ça peut ne pas one-shot si ça touche, autant avec celle-ci, j'ai plus de doutes. En fait, je sais que beaucoup doivent avoir les sourcils froncés en la voyant si bas, mais faut reconnaître qu'à côté des trois autres, elle est un petit peu légère. Ironique, n'est-ce pas? Bon, après, y a pas mille choses à dire sur elle, c'est une grosse épée qui va trancher en deux ses victimes, aussi solide soit-elle. Elle a également un bout incurvé proche du manche pour décapiter les victimes, et un trou au bout histoire de choper des têtes. Jusque-là, très classique. Très efficace, certes, mais très classique. Sauf que sa grosse particularité, c'est que c'est la seule à ne pas pouvoir être détruite, ou du moins pas aussi facilement. En fait, quand cette arme est cassée, elle peut se régénérer grâce au fer contenu dans le sang de ses adversaires. Ça fait que plus elle tranche, plus elle se régénère grâce à ton sang. C'est badass, Et du coup, il se passerait quoi si cette épée tranche Freddie Mercury? Non, parce que... Enfin... Vous savez quoi. Non, oubliez. Je pense qu'elle va être meilleure que Kiba vu qu'il n'y a pas cette restriction élémentaire, mais si vous considérez qu'elle est en dessous, je peux clairement l'entendre. Je m'attendais quand même à la placer dans le top 3 de base, mais bon, finalement elle peine à atteindre le top 4. Comme quoi. Nous avons ensuite la troisième, Hirame Karae, qui est l'épée portée par Shojuro. Cette épée, elle semble être toute pétée de base, on va pas se le cacher, vu qu'elle semble juste être une épée qui s'infuse avec du chakra comme n'importe quelle arme de ce manga. Mais... saviez-vous que cette épée est en fait une double épée qui peut changer de forme en fonction du besoin? Il peut simplement l'infuser en chakra pour augmenter son tranchant, mais il peut également séparer son arme en deux pour utiliser l'ambidextrie ou créer une sorte de marteau improvisé, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait pour frapper Sasuke au Conseil des 5 Kage. On ne sait pas s'il peut utiliser toutes les formes imaginables, mais bon, je vois pas pourquoi il en serait pas capable s'il peut faire un marteau. Cette épée s'adapte donc plutôt bien à la situation, et je la vois en tout point supérieure à Kubikiri Bocho et aux autres. Et en deuxième position, l'immense surprise de ce classement, c'est Kabuto Wari, l'épée de Jinin. Mais, Spros, t'as pété les plombs, t'as quitté l'école. L'épée de Zabuza et celle de Shojuro devraient être au-dessus. Celle-là, elle fait que trancher et c'est tout. Faut que tu te reprennes, mon garçon. Bah, l'auteur t'a littéralement dit que cette arme est la plus puissante des 7 épées de Kiri. Nani? Ah ouais, j'étais le premier surpris en apprenant ça. Et en vrai, c'est pas illogique je trouve, mais il y a une subtilité. En fait, cette arme c'est une double lame, ou plutôt une double arme, à savoir une hache géante et un marteau, les deux reliés par une corde. Ça fait que déjà, de base, Jinin peut se battre avec deux armes pour attaquer à deux endroits ou gérer plusieurs adversaires à la fois. Mais... c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est la synergie des deux qui va créer le combo ultra démoniaque. Si par miracle la défense adverse arrive à tenir le choc, il peut frapper sa hache avec son marteau pour décupler la puissance de pénétration de sa lame. Et même si ça semble assez archaïque comme méthode, ça n'en reste pas moins super efficace, au point que Suigetsu, l'expert en armes je le rappelle, a indiqué qu'il n'y a aucune défense qui peut bloquer cette attaque. Alors, attention, ce n'est qu'un statement, évidemment. Un Susanoo va clairement bloquer cette arme. Mais... comme il s'agit d'un statement, on a ici la perception de Suigetsu quant aux capacités de pénétration de cette arme, et elle semble monstrueuse. Parce que n'oubliez pas qu'il connaît le Susanoo vu qu'il était présent au Conseil des 5 Kage. Il a vu le Raikage passer à travers, tout comme il a vu la solidité de cette défense. Et malgré ça, il affirme que cette arme précise peut passer à travers n'importe quelle défense. N'oubliez pas que Suigetsu n'a vu que les codes du Susanoo, donc il ne sait pas qu'il y a encore mieux. Et Shojuro a pu envoyer valdinguer les codes du Susanoo de Sasuke dans le décor avec justement une des épées de Kiri, et même pas la plus puissante. Ce que je veux dire, c'est que même si la déclaration de Suigetsu est à prendre avec des
des pincettes parce qu'on peut douter de ses connaissances sur l'ensemble des défenses de l'univers, on sait au moins qu'il connaît les codes du Susanoo et cette arme. Selon lui, elle peut passer à travers n'importe quelle défense, et j'imagine qu'il fait référence à celle qu'il connaît de près ou de loin. En gros, se protéger de cette arme va être assez difficile au vu de son pouvoir pénétrateur. On peut imaginer également que, capable de passer à travers n'importe quelle défense, est plus une légende urbaine qu'autre chose, mais bon, les légendes naissent bien de quelque part. Mais enfin bref, deuxième meilleure arme parmi les 7. Parce qu'évidemment, la première est indiscutablement Sameada, l'épée de Kisame. Cette arme est juste folle. Mais, Aspros, t'as dit que l'auteur a dit que Kabuto Wari est la plus forte des 7 épées de Kiri. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Non mais oui, je sais. Sameada n'est clairement pas la plus puissante des armes dans le sens où cette épée n'en est pas réellement une et qu'elle ne va pas avoir les effets d'une lame classique. Par contre, ses effets à elle sont juste beaucoup trop cheatés pour ne pas la placer en numéro 1. Pas niveau puissance brute, mais niveau utilité. Parce qu'évidemment, le principal atout de cette épée, c'est qu'elle absorbe le chakra. Vous savez, le chakra. Le truc qui est indispensable aux ninjas pour se battre. Bah Sameada peut tout siphonner extrêmement rapidement, comme quand elle a absorbé l'équivalent de 6 queues de chakra Killer Bee en un seul coup. D'ailleurs, Killer Bee devrait avoir une des plus grosses réserves de l'œuvre, et il a tout perdu en très peu de temps, tellement Sameada est efficace. Imaginez juste sur un individu lambda, il va tout perdre d'un coup. En plus, c'est un détail important à noter, mais Sameada dispose de sa propre conscience, en mode c'est une sorte d'être vivant avec sa propre volonté, ce qui fait qu'elle est capable d'absorber le chakra et le redistribuer à qui elle veut. Et en plus, elle peut même s'autodéfendre avec des sortes de pics sur le manche. D'ailleurs, en parlant de défense, elle peut même contrer des jutsu d'un simple mouvement, comme un Katon d'Itachi, donc bon, c'est quand même assez avantageux en défense. C'est également possible de fusionner avec elle, soit pour se booster comme Kisame l'a fait dans sa prison d'eau, soit pour se cacher à l'intérieur et dissimuler complètement son chakra, ce qui est quand même assez pratique pour les infiltrations. Sameada est de très loin l'épée à avoir parmi les 7 tellement elle est cheatée. Après, elle nécessite une giga réserve de chakra et on n'est pas à l'abri de se faire trahir, mais puisqu'elle peut complètement vider le chakra d'un individu en un seul geste, ce qui va permettre de capturer sa cible ou l'empêcher de se battre, c'est clairement parfait en toute situation. Il y a bien une raison pour laquelle Kisame est le meilleur dans ce groupe, et même si son épée ne fait pas tout, on peut pas nier qu'elle a un rôle prédominant dans sa suprématie. Donc voilà pour les armes. Je trouve que ça n'aurait pas énormément d'intérêt de parler en détail des différents membres à travers les époques parce que les plus connus comme Zabuza, Kisame, Shojuro et Suigetsu, bah on les connaît déjà plutôt bien. Et leur histoire ne s'articule pas tant que ça autour du concept d'épéiste de Kiri, c'est presque anecdotique chez eux. Et pour les autres qui ne sont définis que par ça, donc notamment les Edo-épéistes de la guerre, bah on a strictement rien sur eux. Et ici aussi, les quelques détails ne seront que des anecdotes. C'est pourquoi il y a cette troisième catégorie, celle où je vais pouvoir balancer le reste des infos en vrac, en mode anecdote. C'est vraiment pour le style, j'espère que vous allez aimer. Alors, tout d'abord, la toute dernière génération des épéistes de Kiri est considérée comme la plus puissante de toutes, c'est un random de ninja de Kiri qui nous l'a dit pendant la Grande Guerre. Ça veut donc dire que le groupe composé d'Ameyuri, Fuguki, Jinin, Jinpachi, Kushimaru, Zabuza et potentiellement Mongetsu serait la plus forte génération à travers l'histoire. Malheureusement, c'est pas très parlant puisqu'on connaît pas les autres en dehors de la génération qui a affronté Dai, le père de Gai, qui est également composé de Fuguki, Jinin, Jinpachi et Kushimaru, mais également de Juzo, l'ancien partenaire d'Itachi, ancien détenteur de Kubikiri Bocho, d'un petit bonhomme ancien détenteur d'Hirame Karae et de Raiga que les fans de l'anime auront sûrement reconnu. Parce que oui, Raiga était la star d'un arc hors série dans Naruto, première partie, l'arc avec le curry là. Et pour les plus curieux, cet arc il est vraiment sympa. Mais pour revenir au sujet, c'est un personnage qui a commencé sa carrière dans les hors-séries, donc une création du studio d'animation, mais qui s'est vu canonisé par la suite. Et c'est pareil pour son épée du coup. Les lames Kiba ont d'abord été introduits en animé et ont été canonisés par la suite dans le manga. Je trouve ça dingue. Et en vrai c'est mérité, parce que je trouve que Raiga a vraiment un sacré flow. Et en parlant des différents membres, un autre personnage est assez intéressant, c'est Ameyuri Ringo. Est-ce que vous savez comment elle est morte ? Eh ben elle est morte d'une maladie incurable, tout comme ce bon vieux Kimimaro ou ce bon vieux Solo King Itachi. Bon après c'est exclusif à l'animé, mais au vu de la canonisation de Raiga, plus rien ne me surprendrait. Et je trouve ça amusant de se dire que plusieurs persos ultra fumés meurent de maladie, ça prouve bien que dans cet univers, la médecine est vraiment sous-cotée. Ils ont pas tous une Tsunade et le clan Nara dans leur village. Concernant Shojuro, c'est le seul épéiste de Kiri connu à avoir été le Kage de son village. Shojuro. Il paye pas de mine, mais il a plutôt bien step up dans la vie le boug. Après, vu que les épéistes sont plutôt des hommes de terrain, ça m'étonne pas tant que ça, mais je trouve ça plutôt sympa de se dire que dès que la paix a été installée, un épéiste de Kiri a pu devenir Kage. Je trouve ça marrant. C'est en mode, il y avait plus besoin des hommes de terrain de la sorte, donc ils pouvaient occuper d'autres fonctions. Et Kushimaru, c'est le seul à porter un masque. Quoi ? Eh, vous plaît pas cette anecdote? Non, parce qu'on ne sait pas grand chose sur lui, mais il y a des chances pour qu'il soit un ancien membre de l'embout de Kiri, en mode il était en bout en formation épéiste, et après son stage de 3ème, boum, prenez votre aigu monsieur, allez vous amuser avec. C'est possible, tout comme c'est possible qu'il porte un masque pour dissimuler son visage, un petit peu comme Aku le faisait. Sinon, il y a une autre anecdote qui peut choquer, mais... Kisame.
Est-ce qu'il fait vraiment partie du groupe? Parce qu'en vrai, il a éliminé Fukuki, le détenteur de Sameada, et il s'est ensuite barré du village. Est-ce qu'on considère ça comme étant une affiliation au groupe? Est-ce que le simple fait de prendre l'épée, peu importe la manière, suffit à s'auto-proclamer épéiste de Kiri? Ça me paraît un petit peu léger quand même. Hein. Surtout qu'il a déserté littéralement quelques instants après, et que techniquement, c'est Obito qui lui a dit que c'était un épéiste de Kiri. Donc bon, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Franchement, je sais pas. Kisame, sans doute le plus connu des épéistes de Kiri, ne serait en réalité pas un véritable membre. Il ne serait que le propriétaire d'une des épées de ce groupe. Et en parlant d'épée, sachez également que Kubikiri Bocho est l'arme qui a eu le plus d'utilisateurs connus, à savoir Zabuza évidemment, Juzo l'ancien partenaire d'Itachi, Suigetsu dans la partie 2, et Kakashi pendant la Grande Guerre. En plus t'as Mangetsu qui peut l'utiliser, et t'as le petit merdeux qui l'a récupéré dans l'animé, même si je peux concevoir que personne ne le prenne en compte. Ça fait donc 5 utilisateurs dans le manga, et 7 dans l'animé. Est-ce que c'est parce que c'est l'épée qui a été le plus montrée dans l'œuvre? Possible. D'ailleurs, on a d'autres anecdotes exclusives à l'anime, comme le duo formé par Kushimaru et Jinpachi, qui sont connus comme le duo sans cœur. Manquerait plus qu'ils forment un trio avec Akuzu et la boucle serait bouclée. Ou Kuzu en l'occurrence. D'ailleurs, en début de vidéo, j'ai indiqué que les épéistes de Kiri devaient être des ninjas fidèles à leur village. Bah, ça s'est pas toujours passé comme ça en vérité. Zabuza et Kisame ont trahi leur village en embarquant les armes avec eux, Juzo et Raga l'ont aussi fait dans l'anime, et Fuguki divulguait des informations confidentielles aux autres villages. Comme quoi la vertu, ça se perd de nos jours. Et aussi, notez que dans l'épisode 152 de Naruto, on voit les 7 épéistes de Kiri. Le grand derrière, j'imagine que c'est Kisame, mais le gars à l'épée à gauche, difficile de dire qui c'est, ni même c'est quoi son épée. Parce que vu que le studio d'animation a dû inventer des persos ici et des designs d'épée, c'est normal qu'on ne retrouve pas ces persos et ces modèles d'armes. Genre, les deux de droite, on ne les connaît pas et ils n'ont pas d'armes à l'écran. Encore à droite, c'est le détenteur de Kiba, donc Raiga ou celui d'avant. Encore à droite, Kisame, Zabuza juste à côté, et rien sur les deux autres en dehors du fait qu'ils ont des épées random, pas les fameux trésors de Kiri. Et ça rend la canonisation de Raiga encore plus stylée, je trouve, parce que l'auteur a vu ce perso et s'est dit bon allez, lui c'est un ancien membre des épéistes. En vrai je pense que je suis pas le seul, mais j'aurais beaucoup aimé que Guren subisse le même sort, mais bon, on va dire qu'il y avait plus important à raconter. Jinpachi a l'apparence d'un pirate. C'est une anecdote. Le cache-œil, la barbe à la Jack Sparrow, c'est clairement un pirate. Est-ce que dans l'univers de Naruto il y a des pirates? Bah ce serait un peu stylé quand même. Pour revenir sur le groupe en lui-même, ils ont tous un nom de famille qui évoque un fruit et on a pêche, amour en cache, kaki, pastèque, akebi, nashi, châtaigne et pomme. La seule exception restera Shojuro qui lui n'a pas de nom de famille. Il fait sûrement partie du clan de la légendaire Tenten. Concernant leur look, parce que c'est important d'être beau gosse quand on tue salement, tous les épéistes ont des dents de requin. Genre, elles sont toutes pointues comme si elles avaient été limées. Je pense pas que ce soit de naissance évidemment, parce que ça ferait une trop grosse coïncidence, mais peut-être que la tradition est de se limer les dents pour coller au style requin. Même si j'avoue que c'est un petit peu bizarre comme stratégie, vu que les dents font directement penser aux épéistes, donc pas trop top pour la couverture. Ou alors ils ont fait ça pour que le monde les reconnaisse et les érige en tant que menace, ce qui peut renvoyer une belle image pour leurs ennemis et leurs futurs clients. Et les Edo-épéistes ont tous des bandages autour du cou. À quoi ça sert? Mais ils en ont. Et enfin, pour finir sur le côté inspiration, l'une des influences les plus probables vient des Shizugutake no Shishiyon Yari, soit les 7 lances de Shizugutake, un groupe de 7 célèbres samouraïs ayant combattu pour Toyotomi Hideyoshi lors de la bataille de Shizugutake en 1583. Ces guerriers d'élite étaient connus pour leur puissance au combat et leur maniement exceptionnel de lance ou de sabre. C'était un groupe de 7 combattants d'élite, ils étaient liés à un leader fort, donc le Mizukage ici, et ils étaient réputés pour leurs armes uniques. Et dans Naruto, les 7 armes de Kiri sont clairement plus populaires que les porteurs, donc l'inspiration me semble plutôt justifiée. Mais enfin bref, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il manque des éléments importants les concernant? Est-ce que vous avez moyen de compléter cette vidéo? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, Tenten contre Madara. Je vais devoir en faire un short, parce que Tenten... ah, je déconne. Ce sera surprise.